poursuivre. Donc maintenant, on a compris avec Guillaume Descorzans que il était important de ne pas confondre technologie 2G, 3G, 4G et usage d'une part, et puis couverture, portée et fréquence d'autre part. Et puis on a compris aussi les moyens de faire un peu de lobbying pour faire reconnaître des zones blanches et pallier à ces manques. On a parlé de cas d'usage, on a parlé de zones blanches et de couverture mobile. Il est maintenant important de s'intéresser aux grands projets menés en termes de couverture satellitaire. Et donc, on va proposer à Sandrine Lafont, qui est experte en télécommunications par satellite au CNES, le Centre national des études spatiales, de nous faire un petit panorama et de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'on doit attendre de l'Internet satellitaire? Sandrine, je vous passe la parole. Merci de votre présence. Et puis, je vous passe la main pour que vous puissiez partager votre écran. Merci Pierre. C'est parfait, on vous écoute. Pardon, j'ai le truc devant. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et les intervenants précédents étaient passionnants pour moi parce que ça rebondit vraiment sur la présentation du satellite et du rôle qu'il peut jouer sur les territoires agricoles. Donc on va faire un petit panorama des solutions globales et surtout un zoom sur les solutions qui me semblent économiquement pertinentes. Donc pour commencer, une brève présentation du CNES. Donc le CNES, c'est l'agence spatiale française, c'est le bras armé de l'État français pour mettre en œuvre et piloter la politique spatiale en France. Le spatial, 4 grands piliers, on va dire. L'autonomie stratégique, l'espace est un domaine stratégique, notamment au travers de l'espace pour la défense, mais pas que. C'est un enjeu scientifique et l'espace contribue au rayonnement scientifique de l'excellence scientifique dans le monde des chercheurs français. L'espace fournit un grand nombre d'observables sur notre système Terre, avec l'enjeu climatique actuel et comment limiter l'évolution du climat et faire face aux changements qui sont déjà là. Et enfin, dernier pilier, la compétitivité de l'économie spatiale, grâce aux politiques publiques qui ont eu lieu depuis 60 ans. Il y a un fort développement de l'écosystème industriel spatial français. Pour exemple, nous avons 2 maîtres d'œuvre de rang mondial qui fabriquent des satellites basés en France et en Europe maintenant, mais qui sont français à la base, et qui gagnent aujourd'hui plus de la moitié des consultations par les opérateurs dans le monde pour fabriquer les satellites de télécommunications. Donc il y a vraiment un fort positionnement des industriels français dans ce monde-là. Et on a créé récemment une initiative au CNES qui permet aussi de regarder la compétitivité des secteurs industriels en dehors du spatial, qui s'appelle Connect by CNES, qui vise à faire un lien entre l'usage du spatial et les secteurs de l'économie autres que le spatial. Typiquement aujourd'hui, ça explique ma présence ici dans le domaine de l'agriculture. Que ce soit la chaire agrotique ou AgriSuez, de nombreuses opérations via cette dynamique Connect by CNES. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un zoom sur les télécommunications par satellite. Il y a d'autres usages du satellite dans le monde agricole, mais on va faire un zoom sur les télécommunications. De façon générale, les communications par satellite, c'est une niche dans le domaine des télécommunications mondiales. À peu près, c'est 1%. Donc c'est vraiment des toute petite part de marché. Pour autant, ça a un rôle majeur pour certains et notamment dans les territoires isolés. Alors si on rajoute la télévision, on arrive à peu près à 10%. Donc effectivement, la télévision par satellite, tout le monde la connaît. En France, elle existe quasiment plus, mais dans les pays en voie de développement, elle a encore un rôle important. Les télécoms par satellite, c'est un rôle de pionnier, c'est-à-dire que ce sont les premières communications qui sont mises à un endroit où il n'y a rien. Typiquement, les premières liaisons téléphoniques transcontinentales, c'était par satellite. Un rôle de sauveur quand il n'y a plus rien, c'est-à-dire que les communications existantes ont été détruites.
Il y a aussi un intérêt roi des spectacles, c'est-à-dire une concentration d'un besoin en communication dans un lieu qui d'habitude n'a pas besoin, donc n'est pas aménagé pour ça. Donc c'est typiquement les grands rassemblements ou les catastrophes où il y a aussi un besoin fortement localisé de communication qui est bien au-delà du besoin habituel. Et un rôle d'aménageur de territoire. C'est un peu le rôle de pionnier dans les territoires hyper aménagés qui vient fournir le 100% de couverture. On a l'impression que l'Internet par satellite, par exemple, peut être pour des territoires peu développés dans des pays en voie de développement. En fait, la majorité du marché pour l'Internet par satellite domestique dans le monde, ce sont les États-Unis. Ce sont c'est de loin le premier marché. Ils ont plus de 2 millions d'abonnés par satellite aux États-Unis quand le marché mondial n'atteint pas les 3 millions. Et même à l'échéance de 10 ans, les États-Unis restent le premier marché de l'Internet par satellite. Donc juste pour un peu insister sur ce rôle d'aménageur de territoire de 100% de couverture dans des territoires qui sont fortement développés et fortement fournis, mais pas à 100%. On a vu les chiffres de l'ARCEP juste avant sur les couvertures en France. Je vais commencer par deux grandes généralités qu'il est bien d'avoir en tête sur le satellite pour réfléchir à comment on utilise le satellite là où il est pertinent. Donc le premier, c'est les deux grands modes d'utilisation, direct ou en relais. Pour toutes ces situations d'usage, deux grands principes qu'il est important d'avoir en tête. Le premier principe est la possibilité d'accès satellite direct ou en relais. Soit l'utilisateur est connecté au reste du monde directement par satellite, donc avec un terminal satellitaire et un abonnement satellitaire individuel. Soit la communication va passer par un point d'accès collectif connecté par satellite, tandis que l'utilisateur final, lui, utilise localement une technologie terrestre. Par exemple, un camion de pompier va créer une bulle Wi-Fi ou VHF autour de lui, dans laquelle le pompier va pouvoir communiquer avec son terminal habituel, et être relié au reste du monde via la connexion satellitaire du camion. Le principe est le même pour les objets connectés, une seule station satellitaire en zone isolée pouvant relayer les données de tous les objets alentours. Par exemple, tous les capteurs connectés nécessaires à la surveillance d'un site minier. Même principe pour la téléphonie mobile, où une station de base peut être reliée par satellite pour aller desservir en 4G tout un village. Ou tout un avion, bien sûr, le principe étant le même. Dans tous les cas, on peut sécuriser ces connexions en mettant en place, par exemple, des VPN, des réseaux privés virtuels, qui vont assurer une communication privée et sécurisée de bout en bout, par exemple entre une entreprise et sa succursale en zone isolée. Le deuxième principe. Deuxième grand principe à garder en tête au niveau des liaisons satellitaires, c'est qu'il faut une visibilité directe pour établir la communication. Donc avec un téléphone satellitaire, il faut être en extérieur. Et pour un accès Internet au débit, la parabole doit être placée avec une vue dégagée vers le satellite, c'est-à-dire en pratique vers le sud en France métropolitaine. Ce principe est valable pour un accès fixe chez soi, ou de la même façon pour une antenne sur un véhicule qui doit être stationné de façon à avoir le satellite en visibilité. Évidemment, l'utilisation d'une liaison Wi-Fi peut permettre de déporter l'antenne satellitaire ou de fournir l'accès indoor qui n'est pas possible directement. Voilà pour les grands principes, on va jouer avec ça dans le reste de la présentation. Donc le premier usage du satellite, qui est l'usage historique, c'est la diffusion. Alors c'était la diffusion télé, qui dans nos pays recule, mais vous avez eu un exemple de cette utilisation du satellite en diffusion, qui est la diffusion des corrections RTK pour un positionnement précis. La force du satellite, c'est d'être visible depuis quasiment tout le monde, au moins dès qu'on est à l'extérieur. Et avec un seul signal qui est diffusé, vous allez pouvoir couvrir un nombre infini d'utilisateurs pour un coût qui est unique et qui est lié juste à la diffusion du signal. Donc à partir du moment où vous avez suffisamment d'utilisateurs de ce signal-là, vous avez une rentabilité économique à diffuser par satellite une information commune. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple de Trimble précédemment, où en fait il n'y a pas d'accès bidirectionnel, c'est juste une réception d'informations qui est commune à tout le monde et utilisée par chacun en fonction de ses besoins. Un deuxième grand type d'usage et de solution, c'est les liaisons haut débit de connexion à Internet.
typiquement en fixe dans les bâtiments ou les habitations ou les petits professionnels. Donc le principe, c'est que vous avez une antenne satellitaire qui aujourd'hui est majoritairement une parabole, qui vous relie par satellite à l'ensemble d'Internet. Et ensuite, vous avez localement, comme sur tout accès fixe, des diffusions à l'intérieur du bâtiment, en Ethernet, en Wi-Fi, pour aller couvrir l'ensemble de la zone locale, domestique ou professionnelle. Sandrine, on a là des exemples qui viennent en tête forcément dans le monde de l'élevage. On peut imaginer des capteurs connectés de surveillance des troupeaux qui sont dans des zones un peu isolées en termes de couverture cellulaire et qui du coup par ce biais de relais avec des bornes satellitaires pourraient là être couvertes même en intérieur des bâtiments. Oui, tout est dans l'articulation, on va dire, entre la liaison satellitaire qui peut être directe, comme on l'a vu précédemment, et qui peut être sur un point commun, la desserte locale quand c'est pas un accès direct par satellite. En fait, on utilise une technologie terrestre, soit le Wi-Fi. Enfin, la présentation, la première présentation ce matin présentait toutes ces solutions-là. Elles peuvent être combinées avec le satellitaire pour faire du Wi-Fi, pour faire bon, le Bluetooth c'est moins pertinent pour le satellite parce que c'est des portées plus grandes qu'il faut en général. Vous pouvez faire un relais de LoRa de Sigfox. Ça, c'est des solutions pertinentes qu'il faut regarder en fonction des besoins. Il y a une analyse. Oui, donc c'est pas forcément une alternative en fait. On peut imaginer une véritable complémentarité entre le satellite et le terrestre. Oui, tout à fait, tout à fait. Soit c'est du direct, soit c'est une combinaison. Et il y a beaucoup de choses qui se font en combinaison. Donc pour l'accès Internet par satellite fixe, c'est-à-dire la connexion de l'agriculteur ou de la ferme, pardon, je jongle pas très bien avec mes flèches. Le déploiement des solutions terrestres filaires, notamment la fibre, se fait par maillage progressif du territoire. Le débit dépend du lieu où l'on se trouve. Le satellite, lui, couvre déjà tout le territoire. Une parabole installée dans le jardin et la connexion au débit est là. Des mégabits par seconde pour 30 € mensuels. Pour un besoin professionnel, davantage de volume, des débits garantis, du très haut débit, il suffit d'adapter son abonnement. La qualité n'est plus une question de localisation. Un besoin intermittent, urgence, événement, téléexpertise ponctuelle, la formule à la carte est possible. Pour conclure, pour le débit en terrestre, vous dépendez du déploiement de l'infrastructure. Avec le satellite, vous avez accès à du haut débit en tout lieu, et c'est l'affaire de quelques jours. Voilà, c'est important de bien comprendre cette notion de couverture satellitaire qui existe déjà. Donc en commandant un terminal, en fait, vous avez accès au haut débit n'importe où en France, n'importe où dans les territoires d'outre-mer également. Le jour où vous avez du filaire qui arrive, puisque en général on vous promet la fibre et la date, elle n'est jamais très claire et elle est toujours plus lointaine que ce qu'on a pu vous dire. Le jour où vous avez une bonne connexion filaire, vous pouvez passer sur cette connexion filaire et lâcher le satellite. Mais en attendant, le satellite vous permet d'avoir un accès immédiat et de pas attendre d'avoir l'accès au débit des mois, voire des années, voire toujours. La totalité du territoire français ne sera jamais couvert en solution filaire au débit. C'est une évidence. C'est pas beaucoup d'utilisateurs qui seront pas couverts, mais ça en est. Par exemple, il y a 20 000 foyers qui n'ont jamais été couverts en connexion filaire téléphonique en cuivre, il faut le savoir. Donc ces gens-là, ils ne seront pas plus couverts en fibre, il y en aura même probablement moins. Donc il y a les solutions terrestres 4G, 5G qu'on a vu précédemment avec la présentation de l'ARCEP. Et il y a le satellite qui sont les deux solutions qui vont venir apporter le 100% de couverture en haut débit. Là, j'ai fait un petit zoom sur un modèle qui n'est pas du tout en vigueur en France, parce qu'en France, un abonnement à 30 € par mois, tout le monde a les capacités de se le payer. Ça fait partie, ça rentre dans notre pouvoir d'achat. Il y a des pays où ces prix-là sont totalement inabordables pour un particulier ou même un professionnel. Et donc, les modèles qui se développent dans ces pays-là, soit en Afrique, comme c'est figuré ici, soit dans des zones type Amérique du Sud, ce sont
il y a un accès satellitaire qui est installé par un professionnel, un commerçant par exemple, et qui va, par une technologie locale, soit en filaire en Ethernet, un cybercafé, soit par un réseau Wi-Fi, une bulle Wi-Fi qui va être créée autour du local, voire un peu plus loin avec des relais de proche en proche, et qui va offrir de l'accès Internet à la demande à des utilisateurs qui, eux, sont sur leur téléphone mobile. Le taux d'équipement en téléphone mobile dans les pays en voie de développement est extrêmement fort. Par contre, en termes d'abonnement, c'est des abonnements en général en carte prépayée et paiement à l'usage. Et ces modèles-là sont aujourd'hui sur satellite développés dans ces pays-là. Donc c'est pas des modèles, en France ça n'existe pas, vous ne trouverez pas ce modèle-là parce que commercialement il n'y a pas de sens, il n'y a pas de demande. Mais si vous allez dans des pays en voie de développement, c'est des modèles auxquels il faut penser, soit que vous voulez vous implanter, soit que vous êtes utilisateur, travailler en coopération avec des pays dans des reventes de produits ou autres, et vous pouvez inciter les gens à aller vers ce genre de solutions. Un petit aparté sur la mobilité. Donc ces solutions-là, elles sont extrêmement pertinentes économiquement en fixe. Vous avez des prix d'antenne qui sont autour de 400 €. En France, vous avez une subvention de l'État quand vous êtes en zone non couverte par du haut débit filaire. Vous avez droit à une aide qui va dépendre maintenant de votre de vos revenus et qui va entre 150 et 600 €, on va dire. Donc, qui paie le prix initial du kit. Dès que ces solutions-là, vous les utilisez en nomadisme, c'est typiquement le cas de ce véhicule satellitaire du SAMU 31 qui est équipé en antenne satellite. En fait, c'est une antenne qui doit être pointée à chaque fois qu'on s'est déplacé. Donc c'est un peu pénible de la pointer à la main comme vous le faites une seule fois sur un bâtiment fixe. Et donc les prix des équipements montent. Alors c'est des ordres de grandeur, hein, il y a moins cher, mais en fait c'est l'idée. Si c'est carrément une communication en mouvement, en déplacement, c'est le cas d'un avion, là les prix des antennes montent encore beaucoup. Alors il y a énormément de développement en cours, énormément de recherche, ces prix-là vont baisser, mais aujourd'hui c'est pas encore le cas. Donc vous voyez que là on arrive à des prix qui sont prohibitifs évidemment, et si vous faites déplacer un tracteur, ben vous êtes dans ce cas d'usage-là. Donc, de façon évidente, aujourd'hui, vous n'avez pas d'équation économique correcte sur un accès Internet haut débit par satellite sur un point mobile comme un tracteur. Ça veut dire que le point fixe doit être sur le bâtiment agricole et couvrir par une technologie locale les champs environnants. Il faut regarder comment ça peut marcher et sinon il y a d'autres solutions d'internet des objets en bas débit pour de la mobilité. Voilà, en fixe et en haut débit. Ce qu'on appelle haut débit, c'est plus de 10 mégabits par seconde. C'est vraiment tous les usages de l'internet, y compris le visionnage de vidéos. C'est du fixe en équation économique. C'est pas du mobile dans le domaine agricole. Sandrine, juste avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a une différence entre parabole et simple antenne comme le smartphone satellitaire qui apparaît plus léger et mobile qu'une parabole? Est-ce que c'est une question de connectivité qui est plus forte avec la parabole qu'avec la simple antenne? C'est un sujet purement économique? Voilà, quelle différence il faut attendre entre ces deux récepteurs? Alors, Récepteurs ou émetteurs d'ailleurs peut-être. Ouais. un problème de performance. J'ai pas présenté dans cette présentation, donc si vous voulez, j'ai des transparents de réserve, on pourra y aller. Des solutions qui permettent de faire de la téléphonie et du moyen haut débit jusqu'à 1 mégabit par seconde par des terminaux qui sont de la taille d'un téléphone portable ou d'un gros téléphone portable. Ça, c'est des solutions qui ont une pertinence dans des expéditions, sur des lieux de catastrophe, où vous avez des besoins qui sont ponctuels, qui vont pas être quotidiens, et où on peut payer plus cher les communications. C'est des communications qui sont chères. En fait, le terminal n'est pas très cher, mais c'est des systèmes particuliers qui permettent une communication avec des petits terminaux qui sont en plus de première génération aujourd'hui et qui coûtent très cher à l'usage. Du genre 1 € la minute sur la téléphonie. Enfin, c'est des prix qui sont pas compatibles à l'usage quotidien. Vous avez un abonnement pour du très haut débit à la maison, 30 € par mois, et vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc c'est
Les terminaux petits, c'est d'autres systèmes. Des systèmes fixes haut débit ne sont pas compatibles avec ces petits terminaux. Et c'est des systèmes optimisés voilà, pour des petits terminaux. Il n'y a pas de haut débit avec des terminaux de type smartphone aujourd'hui. On en parle beaucoup plus que ce n'est une réalité. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est à pouvoir faire des SMS du petit débit avec des terminaux qui ressemblent à des terminaux 5G. Il n'y a pas d'offre sur le marché et c'est pas encore gagné ni sur le plan faisabilité ni sur le plan économique et ça sera pas du haut débit. C'est très clair. Merci. Je vous laisse avancer du coup sur les bas débits et les objets connectés. Alors, l'Internet des objets. Implicitement, quand on parle d'Internet des objets, on pense bas débit parce que sinon on retombe sur les solutions précédentes qui sont du haut débit. Et c'est pas les mêmes optimisations, de systèmes en satellitaire et on a vu dans les présentations précédentes que c'est pas les mêmes optimisations non plus en terrestre. Vous avez des terminaux qui sont différents, vous avez des consommations qui sont différentes, vous avez des prix qui sont différents. Donc sur ces systèmes d'internet des objets bas débit, les usages, bon on les a vus précédemment, hein, c'est des capteurs ou des objets. Alors là, par contre, il n'y a aucun problème en mobilité, contrairement au haut débit fixe que j'ai présenté précédemment, qui en mobilité n'a plus de pertinence économique dans l'agriculture. Là, nativement, ça peut être fixe, ça peut être mobile, ça ne fait aucune différence. Et vous allez récupérer l'ensemble de ces informations, en général, sur un smartphone ou sur un PC. Donc, dans le satellitaire, le principe est strictement le même. Vous avez des capteurs, vous avez un système satellitaire qui va rapatrier les données des capteurs vers Internet jusqu'à un serveur et une application auquel vous allez accéder. Alors si vous n'avez pas d'accès à Internet, vous pouvez encore passer par satellite pour y accéder depuis votre PC dans le local professionnel. C'est encore un usage possible du satellite après celui-ci. Donc là, c'est une liaison directe des objets connectés par satellite vers un opérateur qui va gérer la connectivité et l'application. Il y a en général couplé potentiellement un usage des satellites de positionnement, alors qui ont été appelés GPS par Monsieur Poitrenaud, mais globalement qui sont le Global Navigation Satellite System, dans lequel on trouve le système européen Galileo, qu'il ne faut pas oublier, qui est plus récent que le GPS, donc dans le langage courant, il n'est pas passé. En termes de précision, c'est le meilleur système au monde. Donc aujourd'hui, tous les téléphones que vous achetez neufs sont équipés de solutions qui incluent Galileo, qui incluent aussi Beidou et GLONASS, par exemple, qui sont les systèmes chinois et russes, en plus du système américain GPS. Alors ça permet de localiser l'objet. L'inconvénient, c'est que l'objet va consommer encore plus. Donc, on a vu précédemment, il y a des objets pour lesquels la consommation n'est pas un enjeu parce que de toute façon, il faut une caméra, il faut un traitement local et donc il y a déjà une consommation d'énergie importante et donc l'objet peut en plus être localisé s'il est mobile par du GNSS, c'est pas gênant. Et vous avez à l'inverse des objets qui vont devoir très peu consommer parce qu'ils vont devoir être autonomes sur plusieurs années avec une batterie de type pile au bouton et auquel cas la consommation du GNSS devient significative. Sandrine, justement sur ce sujet-là, ce qui consomme, c'est la géolocalisation ou est-ce que c'est aussi relativement au réseau terrestre la télécommunication? La partie télécom consomme évidemment, mais l'Internet des objets, c'est prévu pour faire de la communication intermittente. Vous avez quelques reports, sur les systèmes les moins consommants, les moins exigeants, vous pouvez avoir une très forte autonomie d'énergie parce que votre communication consomme très peu. Ça va s'allumer que quelques minutes dans la journée, transmettre les données relevées de compteur ou autres, et s'éteindre derrière. C'est comme ça qu'on arrive avec des très faibles consommations. Là où je voulais en venir, c'est que relativement à l'IoT, les infrastructures des IoT de télécommunication terrestre, l'infrastructure IoT satellitaire est pas plus énergivore? Alors dans les systèmes actuels, si, clairement.
Dans les systèmes qui sont en cours, enfin actuellement opérationnels, pardon, dans les systèmes qui sont en cours de déploiement, on va sur des satellites défilants qui sont à plus basse altitude, donc ils sont moins loin, donc il faut moins de puissance à émettre par l'objet pour atteindre le satellite et lui envoyer la donnée. Donc ça, c'est des consommations qui chutent énormément et qui sont encore amenées à chuter avec l'émergence de nouvelles technologies et de techniques de modulation, par exemple, qui vont être beaucoup plus optimisées. Donc aujourd'hui, on est sur des consommations significativement plus grandes que des réseaux basse consommation type Sigfox ou LoRa, qui ont été présentés précédemment. Demain, ça sera un peu plus consommant, mais on va rentrer dans des ordres de grandeur similaires. Et pareil dans les prix. Aujourd'hui, ce sont des systèmes de première génération avec des prix assez élevés. Typiquement, vous êtes à plusieurs dizaines d'euros par mois. Vous êtes sur un abonnement à l'année qui est au moins à 200-300 euros. Alors que les abonnements terrestres aujourd'hui démarrent à quelques euros par an. Et les abonnements qui sont en train de sortir, les systèmes se déploient, certains sont déjà rentrés en opération et on arrive à des coûts de ces ordres-là, donc quelques euros ou dizaines d'euros par an, 1 ou 2 euros par mois. Donc ça c'est vraiment en plein boom. Il y a énormément de systèmes qui sont en train d'émerger. Il faut faire chaque jour ça bouge, donc c'est vraiment dans l'année qui vient, là sur 2022 et 2023, le paysage va totalement changer. C'est des évolutions qu'on suit de très près. Il faut savoir que l'agriculture, c'est un des marchés où il y aura le plus fort développement des objets connectés par satellite, selon la prévision du cabinet NSR par exemple. Aujourd'hui, en 2019, il y avait 130 000 objets connectés dans le monde, dans le domaine de l'agriculture. Les projections à 2029, c'est 800 000 objets. Donc il y a une prévision de progression qui est très importante sur tout ce qui est suivi d'animaux, sur tout ce qui est relevé de données de capteurs et suivi du gros matériel agricole. C'est les principaux usages qui sont prévus. Et qui recoupe ceux qu'on a vus jusqu'alors. Tout à fait. L'avantage de l'Internet par satellite, c'est les zones blanches, là où localement vous n'avez pas de couverture, Sigfox, LoRa ou l'IoT cellulaire, donc le LTEM ou le NB-IoT, ce qu'on a vu sur les réseaux qui sont 2G, 3G, 4G et 5G. Et puis aussi le déplacement, le transfrontalier, c'est-à-dire typiquement le premier marché actuel d'Internet des objets par satellite, c'est la gestion de flotte de camions au niveau transcontinental, enfin européen ou les flottes de bateaux en transcontinental, parce que avec le même abonnement satellitaire et le même capteur, le même objet, vous allez pouvoir communiquer partout dans le monde. Alors que si vous êtes sur un réseau LoRa local, vous allez devoir changer d'abonnement, voire même d'objet selon les technologies, selon les zones dans le monde. Voilà, donc c'est l'avantage du satellite, c'est à la fois de couvrir partout en local et très largement pour des utilisateurs qui ont une zone d'activité à l'international. L'allure des terminaux IoT, alors ça c'est les systèmes actuels qui existent, il y a 2 systèmes qui sont opérationnels et pertinents. Vous avez Iridium avec les prix que je vous ai indiqués tout à l'heure qui sont encore de plus de 100 euros à l'année, et puis le système Argos qui est un système limité aux usages scientifiques, donc qui est bien connu pour équiper les tortues, les oiseaux, des balises maritimes, etc. pour de la science. Les systèmes qui sont en train d'être déployés et dont le service opérationnel est partiellement ouvert, vous avez par exemple Astrocast et Swarm qui a été racheté récemment par SpaceX, Elon Musk, le bien connu Elon Musk. En France, il y a un système qui fait suite à Argos et qui s'appelle Kineis, qui aura une constellation de 25 satellites déployés fin 2002, début 2023. Ça fait partie de l'émergence de tous ces systèmes qui est en cours.
avec des kits de développement qui sont déjà disponibles pour les professionnels pour tester la solution sur les satellites Argos. Je rappelle les deux types d'architecture qu'on a vus précédemment. Donc tout ce dont on vient de parler là, c'est de l'Internet des objets direct par satellite. Donc l'objet communique lui-même par satellite. Vous avez des solutions avec des concentrateurs. Donc en fait, vous avez un concentrateur qui lui va être relayé par satellite et des objets qui vont utiliser une technologie terrestre. Donc typiquement du LoRa, du Sigfox, de l'NB-IoT, vers un concentrateur qui fonctionne dans cette technologie et qui va avoir un relais par satellite. Donc ça, vous avez des solutions qui s'appellent par exemple IoT First de Telsat qui sont déjà commercialisées et actives. Sandrine, là, vous nous citez des opérateurs, enfin des équipementiers ou véritablement des opérateurs d'Internet des objets par satellite? Non, ce sont des opérateurs là. Après, pour les développements On peut s'abonner auprès d'eux, quoi. C'est ça que là, je veux en venir. Tout à fait. Ou c'est du B2B, c'est-à-dire soit vous vous abonnez directement auprès d'eux, vous achetez un terminal et vous achetez un abonnement, soit vous allez passer par des acteurs techniques intermédiaires comme on a vu ce matin, hein, Cap2020 ou Montage, qui vont eux revendre ces solutions-là, qui vont acheter un parc de terminaux. On a vu les terminaux qui sont pas actifs toute l'année, donc ils vont avoir des accords de gros avec ces opérateurs-là et vous revendre le service quand vous en avez besoin. Donc ça peut être en B2C, enfin directement à l'utilisateur final, ça peut être des montages en B2B. L'arrivée des constellations, c'est vraiment une révolution. Donc j'en ai déjà indirectement parlé précédemment par toutes les constellations Internet des objets qui sont en train d'arriver. Sur le haut débit, il y a deux grosses constellations. Une constellation qui est déployée, qui est la constellation de Starlink de SpaceX. Vous avez aussi des constellations dans l'observation de la Terre. Donc bref, de environ 3000 satellites lancés sur les 10 dernières années, on va passer à 400 000 satellites lancés avec le début de cette révolution qu'on a vu en 2020 et 2021. C'est vraiment un changement, c'est vraiment une évolution totale des prix de lancement, des prix de satellites et du nombre de satellites déployés. Avec, vous voyez, la capacité mise en orbite qui est aussi, qui fait un bond spectaculaire. Donc on change d'époque, on est en train de vivre une véritable révolution dans le spatial. Avec des questions qu'on va pas déflorer aujourd'hui en termes de pollution spatiale qui peuvent interpeller le commun des mortels, mais ça on se le garde pour une autre fois, un autre échange. On n'aura malheureusement pas le temps de trop évoquer ce sujet-là, mais il me semblait important quand même de le souligner. Le dernier point, pas que le commun des mortels, en tant qu'agence spatiale, ça nous préoccupe aussi. On a en France une loi d'opération spatiale qui limite le nombre de satellites et qui impose des conditions de gestion de la fin de vie des satellites, mais qui typiquement n'est applicable qu'en France. Donc on est des précurseurs sur ces réflexions-là en France. On a une longue histoire dans le spatial, on sait tout le prix, toute la valeur d'accès au spatial et on est assez préoccupé par le fait que certaines orbites pourraient devenir inutilisables si on continue à pas faire attention. Donc ce sont des enjeux qui ne préoccupent pas que le commun des mortels ou les astronomes, même s'il y a des enjeux majeurs sur l'astronomie et l'accès au ciel, à l'observation du ciel aussi, qui font partie des récriminations légitimes qui sont en cours. Les gros systèmes, les principaux systèmes de haut débit, vous avez O3B qui est vraiment du gros débit sur des gros points d'accès pour des professionnels type opérateurs de téléphonie mobile. Donc sur les territoires en voie de développement, on fait des gros relais qui permettent d'amener la téléphonie mobile dans des zones non couvertes et qui ne seront pas desservies en filaire demain. Le plus connu d'entre eux, c'est Starlink. Donc Starlink est opérationnel dans un certain nombre de pays, dont la France. L'autorisation par l'ARCEP avait été suspendue justement sur des plaintes d'associations de consommateurs, pas de consommateurs, des associations de défense de l'environnement. Ah, ok. Ça vient d'être, l'autorisation vient d'être redonnée. Bon, faudrait en parler plus longuement. C'est une constellation qui prévoit 4000 satellites en orbite, dont plus de 2700 ont déjà été lancés,
Vous voyez le 2400 opérationnel, vous voyez le taux de déchets entre ce qui est lancé et ce qui est réellement utilisé. Alors un certain nombre n'atteignent pas leur but, c'est pas très grave, ils redescendent, ils brûlent dans l'atmosphère en rentrant. D'autres sont là-haut et pas forcément manœuvrables. Une deuxième constellation qui est déployée à plus de la moitié, qui est OneWeb, qui est plutôt utilisée pour du B2B, donc c'est plutôt des accords avec des opérateurs et des gros professionnels, c'est pas de la vente directe à l'utilisateur final. Et après, deux systèmes qui sont du même type prévus, Telesat, qui est de type OneWeb en B2B, et Amazon, Kuiper de Amazon, qui est un projet similaire à Starlink, donc c'est de la desserte, de l'accès Internet directement chez l'usager final, qui n'est pas déployé encore, mais Amazon s'y attelle. Vous avez là-dessus des projets chinois qui varient, dont on ne sait pas forcément, qui sont extrêmement variables, mais qui semblent se stabiliser, avec un projet de 13 000 satellites par l'État chinois et les industriels chinois. Un projet de constellation européenne qui est une volonté forte politique de Thierry Breton que l'Europe ne soit pas en reste pour des aspects souveraineté. Donc tous ces systèmes-là que vous voyez sont majoritairement américains. Pas que, mais principalement. Donc c'est l'idée de garder une indépendance européenne sur ces aspects constellation. Et je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, vous avez plus de 50 projets de constellation d'Internet des objets. Toutes ne survivront pas. Il y a déjà des projets qui ont mis la clé sous la porte, ne serait-ce qu'en qui sont nés en 2021 et qui sont morts au début 2022. Donc ça va se concentrer, ça va beaucoup bouger, mais il va en rester les solutions pertinentes, elles sont là demain. En résumé, l'internet, les communications par satellite, c'est l'internet accessible partout pour tous, pour les connexions des personnes et pour les connexions des objets. Comme on l'a vu sur le terrestre, il y a une analyse à faire dans chaque cas d'usage de quelle est la solution pertinente. Est-ce qu'il existe une solution pertinente? J'ai montré le cas du tracteur en haut débit, c'est pas une solution qui est économiquement pertinente. Donc il faut regarder le cas d'usage, les besoins et quelles sont les solutions qui vont en face, quels sont les coûts de terminaux et d'abonnements qui vont avec, et est-ce qu'il y a une équation économique pour vous à vous équiper comme ça. Pour ça, vous avez le CNES dans l'initiative Connect by CNES que j'ai déjà nommé, qui est à votre disposition, c'est du conseil gratuit. On ne vend aucune de ces solutions-là, ce sont des solutions commerciales par des acteurs privés. Donc ce qu'on s'efforce de faire, c'est de connaître l'ensemble des solutions du marché, leurs contraintes, leurs performances, leurs coûts, leurs formules, et de vous aider à distinguer là-dedans ce qui peut vous être utile, et après vous allez rentrer en relation directe commerciale avec ces acteurs privés. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Le thématicien agriculture sur l'ensemble du satellite et l'agriculture, c'est Thierry Chapuis. Les communications par satellite, vous avez un centre dans Connect by CNES, un centre dédié qui s'appelle César. Vous trouverez césar.cnes.fr, un formulaire de contact. Mais n'hésitez pas, c'est facile, c'est gratuit, on est là pour vous. On est payé par l'État français pour vous rendre ce service-là. Donc, vous allez être submergé d'appels, j'en doute pas. En tout cas, merci beaucoup. Le message est passé. On y voit beaucoup plus clair, en tout cas, sur la télécommunication par satellite. Donc, merci beaucoup, Sandrine Laponte. Je rappelle que vous êtes experte en télécommunication par satellite au CNES, le Centre national d'études spatiales. Merci encore.